Et ce soir, on va parler de milliardaires, on va parler d'ultra riches, de milliards de dollars. Bref, ce soir, on parle du rachat de Manchester United. Et avec moi pour en parler, un autre ultra riche, Nelson. Bonsoir Nelson. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bon, comme vous savez, Manchester United est en vente depuis le mois de novembre. La première deadline est tombée. Les intéressés par l'achat du coup de Manchester United avaient jusqu'à vendredi dernier, donc on était le 17 si je dis pas de bêtises, le 17 février, excusez-moi, pour faire une offre finale. Alors c'était pas une deadline officielle. Si quelqu'un a envie de se déclarer dans 2-3 jours, il peut. Sauf que le club commence aujourd'hui à étudier les offres d'achat. Donc c'est dommage pour ceux qui arriveront trop tard. Donc avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, on a passé la barre des 700 abonnés. Donc merci beaucoup à tous. On a fait une petite campagne de com sur Twitter et ça nous a permis de passer les 700 abonnés. Et c'est génial pour nous, merci beaucoup. On peut même faire encore mieux, je pense, puisque on a beaucoup de vues sur les vidéos. Et donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, même si c'est pour nous dire beau maillot pour Nelson ou beau pull pour moi, enfin un peu ce que vous voulez, mais apparemment ça améliore le référencement. Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis, ceux qui ne sont pas abonnés, le train va bientôt partir, il attendra plus grand monde. Donc ceux qui ne seront pas abonnés, c'est trop tard pour eux après. On n'a pas encore décidé de deadline, mais ça va pas tarder. Donc abonnez-vous vite si vous voulez rien rater. Bon. Du coup, c'est limité dans le temps, il faut le savoir. Bah oui, c'est des offres limitées dans le temps. Vous avez accès à plein de contenus exclusifs quand vous êtes abonné, genre nos vidéos. Non, enfin, voilà. C'est pour rigoler, mais bon, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je crois que j'ai vu, il y avait 15% des personnes qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnées, donc ça pourrait nous faire augmenter grandement. Passons au sujet. Donc, comment est-ce qu'on va un peu organiser cette vidéo? On va juste tout simplement vous donner chacun des repreneurs potentiels connus à ce jour. Il y en a peut-être qu'on ne connaît pas, je pense pas, ça a l'air d'être assez transparent là-dessus. On va vous donner tous les repreneurs potentiels, on va donner notre avis dessus, un peu ce qu'on pense, ce qui peut aller, ce qui ne peut pas aller sur chacun. Et puis à la fin, on vous donnera notre favori. Spoiler alert, c'est une très très grosse surprise. Commençons par ceux dont on n'aura pas grand-chose à dire pour commencer. C'est des repreneurs américains, apparemment, il y a des repreneurs américains. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qui. On ne sait pas quoi, on ne sait pas ce qu'ils proposent, on ne sait pas ce qu'ils veulent. Il y a eu une histoire d'un groupe américain qui proposait de soutenir les Glazers pour si vous voulez garder le club. Du coup, les Glazers, il y a Joel et Avram Glazer qui veulent garder le club, apparemment, et le reste de la famille qui est aussi actionnaire, puisqu'ils gèrent ça en famille, qui veulent absolument vendre. Donc, ce groupe-là proposerait à Joel et Avram Glazer de pouvoir garder le club en finançant l'achat des parts de leur famille. Donc, pour le reste, donc ça, c'est pas du tout des repreneurs potentiels. Ce groupe-là, Elliott, je crois que c'est. On a parlé de beaucoup de choses, de Apple, de Tesla, tout ça. Apparemment, tout ça, c'était du vent. Des Saoudiens qui aussi n'ont pas du tout fait d'offres. Cette info sur le groupe Elliott qui viendrait soutenir les Glazers nous emmène à nos premiers repreneurs potentiels, à nos premiers gardeurs potentiels, je dirais. Et je pense que c'est le scénario un peu cauchemar pour tous les fans de Manchester United. C'est le maintien des Glazers. Du coup, Nelson, qu'est-ce que tu en penserais? Je te mens pas, quand on en a discuté, enfin en préparation de la vidéo, même en amont, j'ai essayé de réfléchir, moi, je me suis forcé, entre guillemets, à chercher un aspect positif au maintien, en quelque sorte, des Glazers, même si ce serait pas, je crois qu'ils sont 6. 6 enfants, les 6 enfants de club.
Malcolm Glazer a 6 enfants et du coup, bon, ce serait le maintien que de 2 d'entre eux. Mais j'ai essayé de trouver des points positifs. Honnêtement, je vois pas un point positif à ça. Je vois que du négatif. Je vois rien de positif. En fait, si tu veux, quand j'ai entendu rachat, justement, quand j'ai entendu rachat en premier lieu, le seul point positif que je me suis dit, c'est ça pourra pas être pire que ce que c'est là depuis maintenant 17 ans, quasiment 18. Depuis 17-18 ans, là, je vois aucun point positif. Je pense que ça va aller très vite. Je vois absolument rien de positif au maintien des Glazers. Et si quelqu'un, sincèrement, a un point positif, ne serait-ce qu'un, mais le plus insignifiant à soulever quant au maintien des Glazers, qui nous le mettent en commentaire. Ça m'intéresse vraiment, parce que je crois pas que ce soit possible de trouver quoi que ce soit. Eh ben j'en ai 3. Je t'écoute. Le premier, t'as dit insignifiant. Hein. Il vaut pas grand chose, mais c'en est un, on sait à quoi s'attendre. C'est un point, c'est pas positif. Bah, on part pas dans du pire, on n'aura que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, tu vois. Ça pourra pas être pire, tu vois. Donc en gros, je suis tombé dans le fond du puits, on m'a envoyé une échelle, mais l'échelle elle n'arrive pas jusqu'à moi. Voilà, bah, t'es toujours dans le puits. Ben voilà, t'es toujours dans le puits, c'est pas pire. Non mais celui-là c'est le plus bancal. Le deuxième, qui est un peu plus concret, c'est que le projet en cours pourrait continuer tranquillement. Personne va venir et virer Ten Hag et foutre le bazar dans ce qu'on est en train de construire depuis le début de cette saison. Et même, j'ai envie de dire, depuis quelques années, parce que je pense que c'est la continuité d'un projet. Donc, je pense que le point positif, c'est que le projet va continuer là où il en est, et puis il est pas trop mal. Je sais que sur le très long terme, ça tiendra pas, mais voilà. Et le dernier point positif, c'est une hypothèse. Peut-être que, tu l'as dit, ils sont 6. Peut-être que Joel et Avram Glazer aiment le club. Peut-être qu'ils ont envie d'investir, mais que comme ils ne sont pas tout seuls depuis toutes ces années, ils ne peuvent pas investir à hauteur de ce qu'ils veulent. Si là, ils sont les seuls maîtres à bord, peut-être que les choses seraient différentes. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils s'accrochent autant à Manchester United, surtout là, parce que le club va être de moins en moins rentable, s'ils n'ont pas un petit affect pour le club. Enfin, j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils n'aiment pas le club. Alors, on le verra après, et c'est vraiment un cauchemar, hein, c'est parce qu'il faut trouver du positif que j'essaye d'en trouver. Mais peut-être que en étant les deux seuls maîtres à bord et sans être avec leur famille qui en a strictement rien à faire, peut-être que ce sera différent. Voilà. Ok. Honnêtement, les deux derniers points, ils se défendent. Dans le premier, tout de suite, le premier, tu me le mets de côté, on reviendra pas dessus. De pour faire le nombre. mais sincèrement, les deux, alors, le dernier c'est une hypothèse, mais sait-on jamais. Maintenant, c'est non seulement du on sait jamais, mais en plus c'est. Ça m'étonnerait. Aussi. Voilà, mais si jamais ça arrive, on pourra se raccrocher qu'à ça. Voilà. On pourra se raccrocher. C'est-à-dire que si jamais ce scénario-là prend place, on aura juste à prier, quel que soit le dieu auquel on croit, on aura juste à prier pour que ces deux mecs-là soit sur les 6 là, que ces deux mecs là soient les supporters de Manchester United. Et qu'en gros, à eux deux, ils se disent, bon ok, maintenant qu'on a plus les 4 autres derrière, on y va. Mais il va falloir prier fort. Ah, on aura que ça. Hein. Ou alors une santé un peu fragile de l'un des deux, mais c'est tout. Hein. Franchement, sinon... et le deuxième argument que tu as évoqué, à savoir le maintien garanti de Ten Hag, je l'entends. Parce qu'effectivement, on n'est jamais sûr de rien. Enfin, on y reviendra, hein, notamment pour le Qatar, mais effectivement, là, dans cette configuration-là, c'est le seul scénario où on est sûr à 100%, pas à 99%, mais à 100%, qu'Eric Ten Hag restera en poste. Maintenant, comme tu le dis, à long terme, le maintien des Glazers à long terme, c'est probablement pas en notre faveur, mais effectivement, là, dans l'immédiat, ça veut dire que la structure telle quelle, la structure sur le plan sportif, j'entends, n'est pas menacée. C'est ça.
Donc après, il faudra prier encore pour que Ten Hag ait une santé bien solide pour le coup et qu'il reste 25 ans au club et qu'à ce moment-là, on se dit que on recommencera à en chier quand on aura 60 ans. Donc ça ira. À ce moment-là. Voilà. Est-on vraiment obligé de s'attarder sur le négatif? On le connaît. Non, en vrai, non, parce que c'est une vidéo qui est un peu informative pour les gens qui ne suivent pas Manchester. C'est possible de regarder cette vidéo si on n'est pas pour Manchester. Donc on va en parler un peu des Glazers. Enfin, on va pas passer trois quarts d'heure dessus parce qu'il y a plus intéressant à faire, mais que les gens sachent. Les Glazers, c'est 17 ans, je crois, grosso modo 20 ans qui sont là. Glazer, c'est Malcolm Glazer à l'époque, si je dis pas d'un c'est ça, ouais. Finalise le rachat à 100% de Manchester United, parce qu'il me semble que ça démarque quelques années avant, mais ça se finalise en 2005. Ok, ouais, voilà. Donc ça fait 23 ans. Non. Non, ça donc là, fait on est sur 18 ans. Année, Ouais, c'est ça, 18 ans. Les Glazers, pour que les gens sachent vraiment de quoi on parle de personnes qui sont arrivées en 2005, du coup, qui ont acheté le club en créant de la dette. C'est un mécanisme, c'est assez... Romain Molina a fait une vidéo là-dessus, il en parle, mais bon, en gros, les Glazers, pour acheter Manchester United, ont contracté une dette pour pouvoir l'acheter, le club, au nom du club. C'est ça. Donc, le club est endetté pour rembourser la dette pour que les Glazers puissent l'acheter. Ils n'ont pas acheté le club avec leur argent à eux. Mais en gros, pour l'analogie du maillot, c'est comme si tu voulais acheter mon maillot, mais que tu faisais un emprunt à mon nom, à moi. Voilà, exactement. Donc en gros, c'est moi qui rembourse l'emprunt, mais c'est moi qui te donne le maillot. Voilà, exactement, c'est ça. Manchester United, c'est ça. Exactement. Voilà. Donc déjà, on commence pas très bien. Après, peut-être que les gars auraient pu se rembourser parce que le club fait des bénéfices, etc. Ils ont juste mis des nuls à tous les niveaux. Ils n'ont pas investi plus que ça. Quand ils investissent et qu'ils investissent beaucoup trop, parce que ça arrive qu'ils investissent trop, c'est pas dans les secteurs qui en ont besoin, c'est-à-dire c'est pour donner des giga salaires à des joueurs très moyens. Les infrastructures sont catastrophiques, Cristiano Ronaldo l'a dit et il avait raison. En 20 ans, le club n'a pas bougé. Le stade, le toit fuit, quand il pleut, il y a de l'eau qui tombe sur les supporters. Voilà un peu l'état dans lequel on est aujourd'hui, après 17 ans de Glazer. Sans parler du côté sportif, où on n'a pas gagné de championnat depuis 2013, où on a pas... Voilà, donc et on gagne depuis 2013 parce que on a le meilleur coach de l'histoire à cette époque. Donc voilà, c'est pas grave. C'est ce que j'allais dire justement. J'allais dire justement que tous là, il y aura ceux qui ne supportent pas, comme tu le dis, qui ne supportent pas nécessairement Manchester United et qui prendront un peu plus conscience de la situation. Et il y a ceux qui sont supporters de Manchester United et qui, pour beaucoup, notamment ceux qui avaient l'âge, je dirais, d'être conscients de ça déjà pendant les années Ferguson et qui le contestaient déjà fermement à l'époque. Mais je dirais que même si on le savait à l'époque, sous Ferguson, ça n'a jamais été autant mis en exergue que depuis son départ, puisque Sir Alex Ferguson était l'arbre qui cachait la forêt dans l'absolu, puisqu'il y avait les trophées, il y avait les premières ligues. Enfin, je veux dire, Ferguson, on le sait, maintenant on va pas recommencer là-dessus, mais c'est quelqu'un qui a fait 20 ans en étant dans le top 3 tout le temps en première ligue. Il a ramené un nombre incalculable de trophées au club, donc il a passé, je dirais, 8 ans avec les Glazers, mais il a été l'arbre pendant 8 ans qui cachait la forêt. Et là où ils se sont exposés, où ils se sont fait exposer de manière totale, c'est après, c'est la suite, c'est tout ce qui a suivi, c'est à partir du moment où Moïse arrive jusqu'à aujourd'hui. Exactement. Ferguson se contentait pas juste de coacher, il avait absolument une vue sur tout ce qui était dans le club. Donc les Glazers, à cette époque, se contentaient juste de lui dire on t'achètera personne, puisqu'ils achetaient personne. Il a fait ces dernières années sur des recrues qui n'étaient pas du tout ce qu'il voulait de base. Tous les coachs s'en sont plaints, il y en a pour qui c'était juste une excuse.
Mais en même temps, c'était vrai pour tous, sans compter le fait qu'ils ont mis des incompétents à tous les niveaux, qu'on a eu Woodward, directeur sportif pendant des années, alors que le mec ne pipe rien au foot et qui s'en fout du foot. Donc, qui est juste en fait le banquier qui les a aidés à acheter le club. Et ce mec a fini directeur sportif du club. Donc voilà, les Glazers on n'en veut pas, donc voilà tout le négatif autour des Glazers. Tiens, on va donner une note à chacune des rumeurs qu'on a. Donc les Glazers, je te laisse donner ta note, Nelson. Bah, en fait, le problème, c'est que le passif ne peut pas me faire mettre autre chose que 0. Exactement. Même s'il y a l'espoir les 2 Glazers qui restent sont amoureux. Il faudra prouver, messieurs. Oui. Donc oui, cette hypothèse-là, c'est 0, parce qu'on peut pas mettre de note négative. On va s'arrêter là. Mais ouais, ça mérite pas plus que ça. C'est 0 sur 5. Clair et net. Voilà. Enfin, c'est 0 sur autant que vous voulez, mais c'est 0 dans tous les cas. Bon, mon note sera sur 5. Passons à la deuxième rumeur. Enfin, c'est même pas des rumeurs à ce niveau-là, puisque tous les candidats ont été déclarés officiellement, ceux dont on va parler. C'est Sir Jim Ratcliffe. C'est un chimiste de formation qui détient le groupe Ineos, donc c'est un groupe de chimie, et qui a investi dans l'OGC Nice. Il est propriétaire de Nice depuis pas très très longtemps, et qui détient aussi des parts dans Mercedes F1. Ou sport, je sais pas si c'est la sport ou F1, mais en tout cas, il détient Mercedes, mais il ne prend pas les décisions. C'est ce qui est important, parce que Mercedes, ça tourne bien, mais apparemment, c'est pas grâce à lui. Il a fait une offre à hauteur de 4,5 milliards, je crois, pour les 69% des Glazers. Il s'est engagé à investir dans les infrastructures, à investir pour que l'équipe devienne meilleure. Je ne pense pas qu'il y en ait un seul qui va essayer d'acheter le club en disant moi je m'engage à ce que rien ne change et à vendre tout le monde et à prendre personne. Donc dites-vous qu'à peu près tout le monde s'engage à rendre sa beauté à Manchester United, etc. Donc ça, voilà, c'est des mots, ça pèse pas lourd. Nelson, je te laisse parler de Ratcliffe et de me dire ce que t'en penses. Alors, la première chose avec Ratcliffe, c'est que, je sais pas si tu te souviens, je pense que c'est il y a 1 an et demi, peut-être 2 ans, où il y avait déjà des très légères rumeurs de rachat, et c'était en gros, à date, jusqu'à il y a un mois, c'était le seul candidat connu. On savait que si demain Manchester United devait être acheté, on savait qu'il se positionnerait. Il s'est toujours présenté en amoureux du club. Moi, ça va peut-être pas être bien perçu, surtout que le dernier candidat rentre aussi dans ces cases-là. Mais moi, j'ai du mal avec c'est pas l'argumentaire qu'il présente seulement, mais ça a été beaucoup. En gros, il s'est présenté en disant j'aime le club. Ok, j'aime le club. Moi aussi. Mais je trouve ça. Comment dire, j'ai du mal à donner un crédit total à juste j'aime le club. C'est-à-dire que moi c'est un peu ce que je lui reproche, c'est que dans ce qui a été présenté, oui, comme tu dis, il a débarqué en disant on va investir. Ouais. Oui, t'investis déjà pour le rachat du club, t'as déjà fait une offre à 4,5 milliards. On est déjà sur de l'investissement, si tu veux, on a déjà commencé. Dire je vais investir et j'aime le club, je trouve ça léger. Après c'est juste, c'est de la politique, hein. Je veux dire, moi il a présenté ça comme ça. Maintenant si demain il achète et que dans les faits, voilà, on dira rien. Le seul truc c'est que comme je disais, c'était le seul candidat connu, à titre perso, c'est forcément un projet attrayant. Parce que il y a des moyens, clairement, et il fait comprendre que il débarque pas pour... c'est l'homme le plus riche de Grande-Bretagne, je crois. Et donc, du coup, et puis surtout, il y a ça d'une part, et d'autre part, il se présente pas pour juste s'inscrire dans la continuité de ce qui était plus ou moins en place. Donc on est à l'abri, oui et non, on est à l'abri, logiquement en tout cas, d'un Glazers 2.0. Après j'ai des petits bémols que je relève. Moi, alors la F1 ça me parle pas, donc du coup le cas Mercedes je pourrais pas l'évoquer. Par contre l'OGC Nice,
Ils ont racheté le club en 2019, si je dis pas la connerie, donc ça va faire 4 ans. L'OGC Nice sur 4 ans, c'est quand même très problématique. Enfin, ils sont pas du tout là où on les attendait. C'est-à-dire qu'au vu des moyens d'Ineos, au vu du bruit que ce rachat a fait et au vu des ambitions autour de celui-ci, on ne s'attendait pas à un EGC Nice qui prend 10 $, qui leur forque 6 mois après, qui prend Ross Barkley. S'attendait à quand même quelque chose, sans dire que ça devait être le PSG numéro 2, mais un peu, moi je veux vous dire, hein, moi je m'attendais à quelque chose comme quand Ribolovlev débarque à Monaco. C'est-à-dire que lui il débarque et il dit, sans acheter d'énormes joueurs, au début il arrive et il pose les bases en disant Falcao, James Rodriguez et ainsi de suite. Mais je m'attendais à quelque chose de cet acabit. On l'a pas eu. Ça me questionne, oui et non, parce que en fait le problème qu'on va retrouver, le problème moi que je constate, c'est autant je garde ça à l'esprit, autant je ne donne pas énormément de poids à cet argument-là de dire Nice c'est pas fameux, parce que la dimension de l'OGC Nice et celle de Manchester United est absolument incomparable. Et pour moi, être investisseur à Manchester United, c'est pas pareil qu'être investisseur à l'OGC Nice. On ne fait pas les mêmes moves. Il n'y a pas toujours nécessité à placer des têtes à certains endroits. Là où dans une plus petite structure, je dirais, comme l'OGC Nice, tu es obligé de le faire. De toute façon, il y a un exemple qui viendra, dont on parlera après, dont on a un peu parlé en off, qui est le Paris Saint-Germain, et qui est très évocateur là-dessus. Mais c'est tellement incomparable, c'est comme pour moi un joueur qui performe à l'OGC Nice et un joueur qui performe à Manchester United, ils sont pas comparables parce que la dimension fait que. Donc je dirais pas que je suis partagé sur Radcliffe parce que j'y suis favorable. Je pense pas que ce soit en tout cas de ce qui nous a été présenté, je pense pas que ce soit un mauvais candidat, pas du tout. Et c'est pas parce que voilà, ça, on y reviendra aussi, pas envie de trop spoiler, trop avancer. C'est pas parce qu'il y a un autre candidat qui a récemment reçu un événement international, qui s'est mal terminé d'ailleurs, mais qui a récemment reçu un événement international, c'est parce qu'il y a un repreneur de ce calibre-là qu'il faut discréditer ou négliger en tout cas la candidature de Radcliffe, parce que il y a quelque chose à faire derrière ça. Et il n'est pas dit qu'on soit entre de mauvaises mains, puisque c'était je pense que si on reprend ce que la fanbase en pensait, si on revient un an en arrière, s'il y a un an en arrière cette offre-là arrivait, tout le monde aurait été ambiancé, donc je vois pas pourquoi on ne le serait pas aujourd'hui. Voilà. Vaut mieux avoir plusieurs bons prétendants que d'en avoir qu'un, et ensuite des prétendants comme nos chers investisseurs qui veulent aider les frères à conserver. Ouais, voilà. C'est ça. Je sais pas ce que toi, je sais pas où tu te positionnes par rapport à ça. Mais... juste avant, ta note pour Radcliffe, tu lui donnerais combien sur 5 ? 4. 4, ouais, c'est bien. 4. Ouais, 4, 3,5, 4, ouais, je pense. J'ai des petites zones d'ombre, mais rien qui me rebute. De toute manière, c'est tellement... c'est pas que c'est aléatoire, mais c'est tellement énorme et ça nous dépasse tellement. Nous, pour moi, la partie visible de l'iceberg est infime par rapport à tout ce dont on n'a pas connaissance derrière. Donc voilà, moi sur ce que je vois, quand même, ça reste 4. Et par rapport à ce qu'on a actuellement. Quoi. Ok. Alors, moi, par rapport à Radcliffe, la première chose, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce que tu dis par rapport à Nice, sur le fait que c'est pas comparable, et j'ai même envie de rajouter que un projet de l'envergure du projet qu'il y a à faire à Nice ne se mesure pas sur 3 ans avec le Covid en plein milieu. Ok, il aurait pu envoyer des gros sous dès le début et se dire voilà, mais je connais pas assez le club pour savoir si peut-être que il veut refondre le truc, tu vois, sur la formation, sur les infrastructures, et puis derrière après donner un effectif correct. Il a aussi très peu d'expérience, donc c'est pareil à Nice, peut-être que il faut qu'il se fasse la main un petit peu. Et puis je pense que parce que il est en fait quand Chelsea était en vente, c'est à ce moment-là qu'on a beaucoup parlé de Radcliffe.
Quand Chelsea était en vente, on lui a dit pourquoi tu rachètes pas Manchester United puisque tu es fan de ce club. Et il a dit mais Manchester United n'est pas à vendre. Et c'est à ce moment-là que ça l'a vraiment mis dans la lumière. Et donc c'est sûr et certain que c'est un fan du club. Et tu gères pas pareil un investissement, quoi qu'on en dise. Ok, c'est des milliardaires, ils sont froids, ils savent ce qu'ils font, c'est des hommes d'affaires, etc. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quand même, tu gères pas pareil un club dans lequel tu investis parce que tu veux investir dans le foot, parce que ça va te donner de l'exposition, parce que clairement Ineos ils font de la chimie, des trucs pas très bons pour l'environnement, donc forcément faut comment dire laver sa réputation un petit peu. Et c'est pas pareil quand tu vas prendre Manchester parce que c'est le club de ton enfance et que tu veux posséder ton club, tu vois, tu gères pas pareil. Et je pense qu'on serait tous différents si on possédait un club dont on n'en a rien à faire, juste pour de l'investissement, même si derrière tu es un peu attaché parce que c'est ton investissement, et si tu prends le club dont tu es supporter. Donc ça veut pas dire qu'il va tout envoyer de l'argent, tout ça, mais je pense quand même que ça joue un petit peu. Donc voilà, pour moi, l'histoire de Nice, c'est pas inquiétant à ce niveau-là, c'est juste inquiétant dans un seul truc, c'est que les infos qui sortent, c'est que le garçon apparemment ne sait pas nommer les bonnes personnes. Et on a vu ce que ça fait à Manchester de pas nommer les bonnes personnes. Parce qu'on en a parlé avant, les Glazers c'est pas parfait du tout, mais les personnes qu'ils ont nommées sont des gros nuls, tu vois. Et je pense que quand tu es un rat et que tu nommes juste les bonnes personnes, ça va. On a FSG avec Liverpool, qui n'ont rien à envier aux Glazers, mais qui ont nommé une bonne personne à un moment, Michael Edwards, là, le mec qui venait de chez IE, qui a fait des miracles et qui leur a donné une carrière sur 5 ou 6 ans. Donc juste de savoir nommer les personnes, ça peut faire la différence. Et c'est le truc qui me fait peur avec Ratcliffe. Donc voilà, moi vraiment c'est le seul truc qui me fait peur. Et le truc qui me chiffonne, pas qui me fait peur, mais qui me chiffonne un petit peu, c'est sa communication là. Soit il pense que c'est acquis, parce qu'il y a Manchester, parce qu'il croit que comme il est supporter du club, les fans vont en vouloir. Soit il est pas bon en com, parce que le fait de parler des infrastructures... Déjà, au début, il nous parle de dette. Donc il a fait peur à tout le monde en parlant de dette, en disant qu'il serait financé par une banque, etc. C'est normal d'être financé par une banque, tu vois. Personne fait des mouvements à 6 milliards d'un compte à un autre, tu vois. Ils passent tous par une banque. Mais lui, il l'a dit un peu trop frontalement et tout le monde a pensé, ah oui, encore une dette. Donc c'est pas très malin d'avoir fait ça. Il nous a pas parlé des infrastructures, de l'équipe première, etc. Il l'a fait après, une fois que le Qatar soit venu et nous ait pondu un petit communiqué aux oignons qui a donné envie à tout le monde. Le lendemain, il a fait moi aussi, je vais donner de l'argent pour tout ça. Pareil, tout comme... Et c'est ça que je reproche. Exactement ça. Donc juste... donc voilà, je pense que c'est juste de la mauvaise com, c'est juste que le gars, il n'a pas réfléchi à tout ça, il n'y a pas de souci. Mais il va falloir s'améliorer parce que la com, c'est important dans un match dans un club de foot. Je suis tout à fait d'accord avec toi par contre sur le fait que il faut pas le jeter parce qu'on a un truc qui nous ambiance peut-être un peu plus juste derrière. Je serais très content, sachant que dans le positif, il y a aussi un autre truc, c'est que peut-être on pourrait avoir un club partenaire, affilié, appelez-le comme vous voulez, à Nice. Et là, par contre, c'est quelque chose. Parce que si ton club affilié, c'est un club de Ligue 1, sachant que pour moi, c'est le championnat qui forme le mieux les joueurs, s'il investit un petit peu dans la... Voilà, donc le projet, s'il le voulait, parce que c'est pas sûr qu'il fonctionne comme ça, mais un projet avec un écosystème, avec Manchester United et Nice qui va... où les talents vont un peu vont aller en prêt à Nice, etc. Parce qu'aucun jeune de Manchester va se sentir diminué s'il va en prêt à Nice, tu vois. Ce serait juste magnifique d'avoir Nice en tant que club affilié. Donc si il vient avec ce projet-là, et tu vois, on parlait de com, voilà, tu vois, il aurait pu mettre l'accent dessus. Je propose une structure avec un autre club en Ligue 1, voilà, machin, nanana. Non, il a dit juste comme les autres, moi aussi je vais donner de l'argent. Après, franchement, j'entends le fait de ne pas rentrer Nice dans l'histoire parce que tu peux te mettre un peu en galère vis-à-vis de... C'est vrai que si ça se fait pas, les Niçois...
Voilà. Ouais, c'est C'est-à-dire vrai. que Nice, les Niçois ils sont là en fait. C'est vrai. Et c'est-à-dire que si demain, enfin, t'es en train de leur dire, vous êtes vous êtes en gros l'académie de Manchester United, les gars. Et si ça se fait pas, ça va rester. Ouais, ouais. Ce sera pas oublié. Puis Nice, c'est pas Et les ça va très supporters mal. les plus faciles du monde en plus, donc... Voilà, ça va très mal passer. Je pense que, et je comprends, honnêtement, Oui, complet. je comprends totalement. Surtout quand on sait le projet qui a été vendu de base, c'est-à-dire que il faut implanter Nice en Ligue des Champions sur la Ouais. durée et à terme jouer le titre, etc. Si on passe de implanter en Ligue des Champions, puis jouer le titre à les gars, vous êtes juste la Masia, la Castilla, l'Académie, ce que vous voulez de Manchester United, Ouais, c'est les vrai. mecs vont l'avoir ici. Vous êtes le Salzbourg de Manchester. Voilà, c'est ça. Et c'est peut-être un peu rude. Ouais, Donc, j'avoue. je comprends qu'il ne l'ait pas inclus dans la com Complet. parce que c'est super maladroit envers le club qui le détient déjà. C'est vrai. Et c'est pour ça que j'achèterai pas de club et que je suis pas bon en com non plus, donc voilà. Par rapport à la note que je donne, je suis très d'accord avec ton 4 sur 5. Pour moi, il y a presque que des bons côtés. Il a de l'argent, il a envie de faire avancer le club. À l'échelle des propriétaires de clubs, on serait sur un des meilleurs. Enfin, je veux dire, il y a très peu de propriétaires de clubs qui te proposent ce que lui te propose, d'avoir autant d'argent, d'être supporter du club, de promettre un peu, d'investir, d'enlever la dette aussi du club, parce qu'il l'a dit après, justement. On a eu peur de ça, il a fini par rassurer en disant non, ce serait les fonds d'Ineos et la dette serait effacée. Donc voilà, là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc 4 sur 5 pour moi aussi, et s'il vient, c'est avec un grand plaisir qu'on t'accueillera, sœur Jim. J'allais l'appeler Daniel, mais c'est pas le même. Ils ont pas autant. Un ne je crois. Mais voilà. Pas du même centre d'intérêt. Mais bon. Ouais, voilà, c'est ça. Passons au dernier, au clou du spectacle, le Qatar. Donc, la piste qui fait le plus de bruit actuellement, c'est le Qatar. Le Qatar qui détient déjà Manchester... non, du coup, non. Qui détient le PSG. Alors, ce serait pas vraiment le Qatar, ce serait un autre gars, un autre frère, je crois, enfin un autre enfant de l'émir du Qatar, ou quelqu'un qui est proche des cercles du pouvoir qatari. Il pourrait pas investir avec QSI, ce serait une autre structure. Il faudrait prouver à l'UEFA que c'est pas les mêmes, etc. En tout cas, le mec qui se propose de nous acheter, qui s'appelle Al-Thani, donc oui, c'est le frère de l'autre, je crois. C'est Jassim Ahmad Al-Thani, un truc comme ça. Alors lui est aussi un supporter du club, apparemment. Lui aussi se propose d'acheter le club. Lui propose de complètement effacer la dette et il propose aussi d'investir massivement dans les infrastructures, dans l'équipe première pour redonner les lettres de noblesse à Manchester United. Ce que n'a pas apprécié les Glazers, apparemment, ils ont appelé les prétendants à arrêter de dire qu'ils allaient leur redonner la cerise à Manchester United parce que ça impliquerait que Manchester United soit pas vraiment dans un très bon état aujourd'hui. Eh ben les gars, il suffit d'aller visiter le stade. Il suffit de regarder le classement de ces dernières années. Je vois. Ouvrez les yeux en fait. Je sais pas. Enfin, Enfin, vraiment, c'est incroyable. ça, Les mecs, c'est la bulle, quoi. Ils sont dans leur bulle et tout va, quoi. Ils en sont à penser que. Enfin, je sais pas moi, tu vois que sportivement ça va pas. Enfin, je sais pas. mais le La culot preuve, qu'il les faut mecs- avoir pour se vexer quand on te dit que le club est pas là où il devrait être, faut vraiment avoir du culot, quoi. Ferme ta bouche. Ok, on te demande pas de répondre aux attaques, tu vois, parce que c'est pas facile. Mais dans ce cas, ferme ta bouche. Enfin, puis, Ok, parce que c'est ça, ok, c'est vexant à encaisser, mais encaisse. bah, c'est ça. Puis Tant- tu vois bien t'encaisses que les gens l'échec. sont contents. Encaisse ça aussi, tu vois. Enfin, encaisse tout. C'est ça. C'est bon, encaisse tout, Voilà. casse-toi en fait. Et part. Bah du coup Nelson, je te laisse nous parler du Qatar et de ce que tu en penses. Bon, là j'ai mis mon maillot pour le match cet après-midi. Magnifique victoire d'ailleurs contre Leicester. Et allez voir le débrief sur la chaîne. Et Très bien ça. dans la foulée, je l'ai conservé. Par contre, ce matin,
J'avais ça. C'est un maillot de Boca Junior, mais c'est juste le sponsor qu'il faut retenir, c'est tout. Et voilà, moi mon message il est clair. Je disais qu'il fallait pas négliger Radcliffe. Par contre les gars, je pense qu'on est nombreux dans ce cas probablement. Enfin, de ce que j'ai vu en tout cas sur Twitter notamment, ça semble être le cas. C'est peut-être le candidat idéal. Le featuring moyen, limité, avec aura du club, je pense qu'on peut être sur quelque chose d'historique. Ça peut devenir, mais ça peut devenir n'importe quoi. En fait, j'essaye d'imaginer, j'essaye vraiment, je ne m'emballe pas, j'essaie de pas m'emballer, j'essaie toujours de rester, assez mesuré. Mais alors depuis que c'est tout bête, hein. Encore une fois, on parlait de communication tout à l'heure. Le communiqué pour dire on a fait l'offre et on va faire ci, ça. Le communiqué est d'une propreté. Je jure qu'à la lecture, il m'a pas fallu plus. Et je ne pense pas être crédule. Sincèrement. Après voilà, je ne pense pas être, en tout cas à ce point. Mais alors là, moi, un communiqué m'a suffi. J'ai lu ça et je me suis dit, purée, c'est ce que je disais et ce que je reprochais un peu à Radcliffe, c'est-à-dire que lui, il est juste venu, entre guillemets, avec je vais investir, j'aime le club. Oui, mais techniquement, tous ceux qui vont débarquer peuvent dire ça, en fait. Bah ouais. Les mecs et eux sont venus avec un truc... avec un projet, clairement. Voilà. Après, tu vois, t'es jamais à l'abri qu'on te mente, que sais-je. Voilà. Et t'es jamais à l'abri. Ça te garantit... ça ne te couvre pas des problèmes potentiels derrière. Mais la présentation même du projet, tout de suite, tu sais dans quoi tu mets les pieds. Et moi, je te donne la note tout de suite, pour moi c'est 5, parce que à peine avec le communiqué, je sais, c'est-à-dire que demain, si tu signes ça, on sait sur quoi on est censé partir. Et ça me suffit amplement. Qu'est-ce que tu penses de ceux qui pensent que... Qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent, parce qu'ils pensent bien ce qu'ils veulent, mais qu'est-ce que tu penses de ceux qui disent que ils veulent pas un club qui devienne bling-bling, que Manchester United doit garder son ADN, tout ce genre de critique à l'égard des Qataris, parce que chez les Parisiens, on voit des supporters qui regrettent, alors, pas jusqu'à regretter Colonie Capitale, etc., mais peut-être Canal, tu vois, par exemple, tu vois, le... Oui, bien sûr. Bon, en même temps, sans Colonie Capitale, je pense pas que les Qataris arrivent, hein, en même temps. Je pense qu'ils regrettent pas Grégory Bourillon et tout, mais en fait, pour l'aspect, pour tout ce qui est bling bling, tout ça, je te dirais, je te parlais d'aura, je te parlais de featuring moyen aura. Le bling bling qui a été ramené au PSG, c'est pas que le PSG a pas d'aura, le PSG est un club très jeune, c'est pas une injure que de dire ça. C'est un club qui a été créé dans les années 70, donc c'est un club qui n'a qu'une cinquantaine d'années, c'est tout jeune. Et c'est presque 100 ans que moins que tous les clubs historiques qu'il y a, le Real, Manchester. Voilà. Donc je veux dire, quand QSI arrive à Paris, il y a tout à faire. Parce que même si Paris c'est le club de la capitale, il y avait absolument tout à faire, que ce soit en termes d'image, de marketing, de sportif, il y avait tout à créer. Il y avait tout à faire. Et donc en gros, ils avaient non seulement les pleins pouvoirs, mais en gros ils pouvaient vraiment faire ce qu'ils voulaient. Non seulement d'une part parce qu'ils sont propriétaires, mais parce qu'en plus, sur le principe, désolé, c'est peut-être dit maladroitement, mais il n'y avait rien à respecter, entre guillemets. Il n'y avait pas un cadre déjà posé depuis X temps à respecter. Ils sont arrivés et ils se sont dit, écoutez les gars, moi j'ai envie de faire venir Ibra. Je me réserve telle place, je me réserve le bas de la tour Eiffel, là c'est pour moi, et on va présenter ça, on va faire ça en grande pompe. En fait, ils sont partis juste sur l'idée ils ont pris un club à zéro, entre guillemets, ils sont repartis de zéro avec un club, et ils se sont dit, on va le prendre de là
PSG, club de la capitale, club de Ligue 1, à on va le propulser à top européen. Et le fait que, en plus, Paris, ville lumière, parce que Paris, le PSG, la première partie marketing du PSG, c'est Paris, la ville de Paris. Et pour moi, le côté bling bling, il est ici. Il réside pas dans le fait que ce soit le Qatar et que. Il réside dans le fait que, pour eux, Paris doit rimer, enfin le PSG doit rimer avec oui un certain succès sportif, mais aussi le PSG doit se conjuguer avec la ville de Paris même. Ça va ensemble. Ils ne peuvent pas dissocier le PSG de la ville de Paris. C'est nous on voit ça en tant qu'amateur de football, donc on se préoccupe pas tellement de Paris, mais le Qatar a très bien compris que en faisant venir, ils font venir des noms parce que c'est Paris. Il y a ce côté bling bling, cet aspect bling bling parce que c'est Paris. Et je ne pense pas que ce soit quelque chose que tu puisses fondamentalement amener, en tout cas à ce point-là, que tu puisses fondamentalement amener à Manchester United. Je te dis pas que, je te dis pas que demain il n'y a pas aucune star. Manchester United a un pouvoir d'attractivité qui te couvre de cet aspect bling bling. Et puis, alors déjà, c'est un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire depuis 10 ans, c'est de manchestériser un peu Paris. Alors, je parle de Manchester parce que les rumeurs sont entre les deux, mais c'est-à-dire d'en rendre un grand d'Europe avec une histoire, etc. Machin. Le projet, c'est de parisianiser un petit peu Manchester, et je parle des villes et je parle pas des clubs. Apparemment, dans le projet, il y a aussi tout un pan sur l'investissement dans la ville de Manchester, avec des hôtels de luxe, avec des infrastructures, etc. Et ça ne va pas juste s'arrêter à on vient et on rend Manchester United incroyable. Non, c'est on vient et en fait, on va essayer de faire en sorte que les gens n'aient plus envie d'aller à Londres, mais à Manchester. Parce que les Qataris adorent Londres. Et ils auraient bien aimé prendre Chelsea, je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Peut-être le temps qui leur manquait pour créer la structure, etc. Je ne sais pas. Mais ils adorent Londres, les Qataris. Et il y a aussi tout ce côté-là, en fait. Ils veulent aussi investir dans la ville de Manchester. Il y a aussi quelque chose, c'est que c'est la Ligue 1 Paris. Tu ne peux pas amener des joueurs à Paris sans donner du bling-bling. Tu es obligé de jouer là-dessus. Tu es obligé de dire à Neymar, viens à Paris, machin, tout ça. Tu peux pas aller à chercher des joueurs de devoir, des cogneurs un peu comme tu veux, et les amener à Paris dès la première année comme ça, juste avec de l'argent, étant donné que justement, les joueurs que tu cherches, c'est les joueurs qui ne sont pas attirés par ça. Mais le problème, c'est qu'avant, il va falloir que tu gagnes ta légitimité pour attirer ce genre de joueurs. Et pour gagner ta légitimité, Manchester City l'a fait. Aujourd'hui, c'est pas un club bling-bling, mais il y a quelques années, quand ils vont chercher Robinho, quand ils vont chercher Nasri, quand ils vont chercher tous les joueurs un peu à la retraite ou un peu machin, ou les joueurs qui sont un peu intéressés par l'argent, personne ne dit rien. Enfin, à cette époque, tout le monde leur tombe dessus, mais aujourd'hui, ils ont gagné leur légitimité. Ils sont dans un championnat qui attire, et donc ils peuvent amener qui ils veulent sans avoir besoin de jouer sur ce côté bling-bling, etc. Et les Qataris à Manchester auraient ça. Ils bénéficieraient déjà de l'aura de Manchester, sachant qu'en plus, à Abu Dhabi, à City, ils ont pris un club qui était encore plus rien que Paris. Et je m'en fous de ne pas respecter, là, pour le coup, on parle de City. Mais voilà. En tout cas, et puis, il y a un truc aussi, il va pas falloir se voiler la face trop longtemps. On est un club ultra bling-bling, faut arrêter les conneries. On va faire nos pré-saisons en fonction de ce que ça va nous emmener dans le marketing. On va acheter des joueurs pour le marketing. Faut arrêter. Et c'est pas que des Glazers. Rendez-vous compte que Rio Ferdinand, on l'achète 45 millions d'euros, que c'est un défenseur, et il y a combien ? Il y a peut-être 20 ans. À l'époque, c'était des prix qui n'existaient pas. Juste pour vous donner une information, Zidane, c'est je crois 75 millions d'euros. Et c'est encore plus tard. Rendez-vous compte que quand on va chercher Rooney, quand on va chercher Rio Ferdinand, quand on va chercher Derea et que c'est le gardien le plus cher de l'histoire à ce moment-là, on est complètement dans ce que vous dénoncez, alors qu'on parle de certaines des légendes du club. Alors oui, d'accord, on a formé des joueurs, on a la classe of 92, on a les Busby Babes, etc. Ok, d'accord, mais il ne faut pas renier tout le reste. On a été chercher des joueurs
pour très cher. On a été un club bling bling. Et justement, ce qui nous a perdu, c'est qu'on ne l'est plus devenu. Quand je parle de bling bling, c'est au terme où les gens l'entendent. C'est-à-dire un club qui va balancer de l'argent comme ça. Et on a une puissance telle que peu importe qui viendra, qui reprendra le club, si c'est pas un rat, on va dépenser énormément. Parce que le club génère des revenus qui sont colossaux. Alors, il y a beaucoup d'investissements à faire. Donc, si c'est pas les Qataris, ça prendra un peu plus de temps. Ou Radcliffe, parce que lui aussi a de l'argent. Mais, dans tous les cas, et puis en plus de ça, c'est pareil, le projet Paris Saint-Germain, il a 10 ans, et tu commences depuis quelques années, depuis pas mal d'années même, à voir qu'au niveau de la formation, par exemple, c'est excellent. Paris, ils sortent des joueurs presque tous les ans, tu vois. Donc c'est ce qu'on veut à Manchester. Donc je ne veux pas faire les avocats du Qatar parce qu'il y a aussi des questions qui sont légitimes et c'est les mêmes que pour Radcliffe, c'est-à-dire que ils ont quand même montré qu'ils n'étaient pas très capables de nommer les bonnes personnes au bon poste. Le PSG, ça a l'air d'être un gros panier de crabes et nous aussi. Et si on a des propriétaires qui sont pas capables de virer les mauvaises personnes, de ne pas être influencés par les mauvaises personnes aussi, ça va être long. Ça va être long avant que le club soit vraiment, vraiment à l'endroit. Je pense que de toute façon, quand tu mets de l'argent comme ils comptent en mettre, tu vas avoir un minimum. C'est-à-dire que tu vas te qualifier pour la Ligue des Champions, tu vas jouer le titre, etc. Mais par contre, ça va être plus long que pour Paris. Parce que... Enfin, non. C'est pas question de Paris, mais ça va être long avant que vraiment les choses se mettent en place s'ils n'apprennent pas à nommer les bonnes personnes. Tu vois, par exemple, tout bêtement, s'ils viennent, qu'ils dégagent Ten Hag et qu'ils prennent, on va dire Zidane, même si j'aime pas cet exemple parce qu'ils partent du principe que c'est un arabe et qu'ils vont le vouloir. Mais bon, imaginons, on va partir là-dessus. Ils veulent Zidane absolument, donc ils le prennent. Bah, c'est une giga connerie. Parce que Ten Hag, c'est l'homme de la situation à Manchester actuellement. Donc voilà, il va falloir aussi qu'il fasse un peu attention à qui il nomme. Et voilà. Et puis l'autre point négatif, j'ai envie de dire qu'on s'en fout, mais en même temps on s'en fout pas trop, c'est au niveau de l'image. C'est-à-dire qu'on c'est sur un montage financier, on va devoir dire que c'est pas le Qatar alors qu'on sait très bien que c'est le Qatar. Il va falloir magouiller un peu avec l'UEFA. T'es pas à l'abri que dans 10 ans, ils te disent ouais, mais là, votre accord, il est pas ouf. Même si ça m'étonnerait, hein, parce que du moment où t'es un grand d'Europe, ils vont pas pourrir ton truc. Mais voilà, il y a les conflits d'intérêts avec le PSG, la gestion du PSG. On en parlait un peu en off tout à l'heure. Mais si demain, le PSG et Manchester United sont sur le même joueur, je pense pas que si les deux clubs sont en finale de Ligue des Champions, quelqu'un va aller voir les joueurs et leur dire bah tu perds, parce que clairement, ça marchera pas. Les personnes vont aller parler dans les médias, ça va faire un scandale comme pas possible. Ils pourront pas dire à une équipe de perdre face à l'autre. Par contre, imaginons que demain, que cet été, que là Manchester United est racheté, que cet été, Paris et Manchester United sont sur Bellingham. Bah, on sait que ça va être tranché tout en haut et que c'est l'émir du Qatar qui va devoir dire où est-ce que Bellingham va, tu vois. Et c'est le genre de situations qui sont un peu inconfortables. Je pense que sur le long terme, ils vont se désengager de Paris s'ils viennent à Manchester. Parce que je pense pas que ce soit tenable d'avoir deux si gros clubs comme ça. Et par contre, sur un des points positifs aussi dont on n'a pas parlé, c'est la stabilité. Il n'y a rien de plus stable qu'un État. On sait que c'est pas... ils viennent pas pour rester 5 ans et revendre dans 10 ans avec une plus-value, tu vois. C'est un État. Ils sont là pour le soft power, ils sont là pour l'image, ils sont là pour gagner des titres, du coup, puisque si tu veux avoir une bonne image, il faut gagner des titres. Donc, le Qatar, ça va parler que sport à Manchester, ça va pas parler finance, ça va pas parler machin, ça va parler que de football. Et ça, c'est top, par contre, pour le coup. Ouais. Donc, c'est un 5 pour moi aussi. Assez d'accord. Ouais, enfin, moi je trouve que ça a été assez complet là-dessus. Parce que quand on parlait du bling bling notamment, je pense que pour juste revenir là-dessus vite fait, parce qu'effectivement, de par la grandeur du club et de par l'image que le club renvoie de manière internationale, sur le plan international, pardon, quand on parle bling bling, c'est un peu, parce que si, après, de
toute manière, enfin, je ne veux pas parler pour les gens, mais la manière dont je l'interprète, quand quelqu'un m'évoque la crainte du bling bling, moi ce que ça m'évoque, c'est parce que forcément, comme c'est le Qatar, l'exemple qui est pris pour cible, c'est le PSG, et je pense que moi, la partie bling bling, je pense qui est recensée, c'est typiquement, t'as besoin d'un milieu de terrain dans l'absolu. Sergio Ramos est libre, tu prends Sergio Ramos. Tu vois. Et je pense que c'est ce genre de truc où genre t'as absolument, c'est Messi, donc voilà, mais t'as absolument pas t'as pas une nécessité absolue à prendre Messi. Par contre, encore une fois, il te faut un milieu de terrain, et voilà, ce serait peut-être bien d'investir dans ce secteur-là. Bah non, tu prends Messi. Oui, mais est-ce que... Et tu vois, je trouve que c'est un peu ce côté bling bling là, entre guillemets, de sens de on est pareil. Tu vois, c'est en fait, moi c'est pour ça que je te dis, ce côté bling bling là, tu le retrouves pas à Manchester, parce que ce côté bling bling là du PSG, c'est on est pareil, on peut faire venir n'importe qui. Sauf que, à mon sens, à Manchester United, c'est quelque chose qui est déjà plus ou moins établi. Dans le sens où demain, Manchester United est performant, je pense qu'ils peuvent se positionner sur à peu près n'importe quel joueur. Il y a très peu de clubs pour moi dans le monde qui sont dans cette position-là. Pour moi, il y a Manchester United, il y a le Real, il y a le Barça, grosso modo, qui peuvent attirer absolument n'importe quel type de joueur. Et le Real et le Barça, va pas falloir que la Liga continue de baisser un peu de niveau parce que ça va... Je sais pas. Ils ont une telle... En fait, ils bénéficient d'un truc, eux, où c'est unique. Pour moi, dans l'échiquier du football européen, c'est unique. Ils bénéficient d'un truc où, même en étant à deux à faire tourner un championnat, parce que la Liga, c'est horrible, il faut pas regarder la Liga si t'es pas supporter. Moi, il m'arrive de le faire. Je retiens jamais la leçon, mais c'est parce que je suis très bête. Mais il faut pas regarder la Liga si t'es pas supporter. Sincèrement, ces dernières années, c'est un championnat horrible à suivre. Il faut se contenter des grosses affiches et basta. Mais le Real et le Barça bénéficient d'un truc que même en étant à deux pour tenir un championnat sur leur dos, c'est surpuissant. Mais voilà, on est à peu près d'accord sur le principe. Donc on préfère les Qataris. Radcliffe, on crache pas du tout dessus. Les Glazers, on n'en veut pas. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Qu'on est assez d'accord, c'est ça ? Ça me semble assez complet. Ouais. Et ça me semble assez complet, ça, le sujet. Et ok. Alors, il me reste à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Je pense qu'elle va être un peu longue. Il va falloir un peu de montage parce qu'il y a eu des petits bugs. Nelson a bugué 2 fois. Ouais. Moi, j'ai mes buds qui sont tombés à un moment. Et donc, ça a coupé Discord en disant « Ouais, est-ce que vous voulez changer de périphérique ?» en plein milieu de l'image. Enfin bon, le tournage n'était pas de tout repos. Même si on veut faire des trucs en une seule prise pour pas faire de montage et tout, bah des fois, on est un peu obligé si on veut proposer de la qualité. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si justement on a réussi à atteindre cette qualité, à commenter, à liker, à vous abonner, à nous proposer des sujets sur la suite. Là, celui-ci s'imposait un peu de lui-même, mais il y en aura sûrement d'autres qui ne seront pas aussi évidents que vous voulez entendre. Et on pourra les traiter avec plaisir. Si on n'a pas été complet, si on s'est trompé sur des noms, sur des dates, sur des sommes, n'hésitez pas à nous le dire. Même si on s'en fout un peu parce que ça ne change pas le fond, mais ce sera toujours bien pour notre culture. Donc voilà, merci à toi Nelson d'être venu. Merci Mehdi pour l'invitation, toujours un plaisir. Avec un grand plaisir. Et la prochaine fois, je reviendrai avec un PC en bonne et due forme, opérationnel, à 100%. J'ai réussi, j'espère, à régler le problème de micro. Maintenant, plus que le problème de PC, et on sera complet. C'est ça, la dernière fois tu avais promis que tu reviendrais avec un son nickel, tu n'as pas menti parce que là ton son était nickel aujourd'hui. La prochaine fois sera le PC, donc on sera bon. Je tiendrai promesse à nouveau. Voilà. Je me débrouille avec. Bon et bien merci à tous, bonne soirée, salut.